bonjour à tous. Alors, au nom de l'association des étudiants et alumni du Magistère Master Relations Internationales qui vous accueille ce soir en Sorbonne, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence organisée en partenariat avec le DiploWeb. Pour cette conférence, nous allons donc aborder un sujet crucial pour nos sociétés actuelles, la place de l'État dans le monde d'aujourd'hui. L'État est-il has-been? Je laisserai ensuite M. Marc Ecker introduire la conférence, qui est rédacteur en chef de Politique étrangère. Je tiens à remercier nos intervenants, à commencer bien sûr par Marc Ecker, le patron de la revue, M. Frédéric Ramel, qui est aussi directeur du département de sciences politiques à Sciences Po Paris, M. François Gaulme et M. Julien Nossetti, qui sont chercheurs à l'IFRI. Donc je les remercie chaleureusement d'être ici ce soir et de participer à ce débat. Enfin, je tiens à remercier aussi le DiploWeb et surtout M. Verbies. Cher monsieur, merci pour la patience et l'ensemble des échanges que nous avons eus ensemble. C'était passionnant, donc je tiens à vous en remercier. Et je remercie enfin pour la fin l'association des étudiants et alumni, tous les membres qui ont participé à cette conférence, le pôle communication, le staff qui vous accueille ce soir et la cellule qui s'occupe du partenariat avec le DiploWeb. Vous pouvez aussi retrouver plus d'informations sur la formation du MRIAE dans les brochures qui vous ont été distribuées. Donc voilà, je cède la parole à M. Verbies pour le DiploWeb. Je vous souhaite une excellente conférence et une très belle soirée en notre compagnie. Merci. Mon nom est Pierre Verbies, je serai très bref. Nous avons créé le DiploWeb en l'an 2000 sur un coin de table de cuisine, sur un pari, réunir des experts pluralistes dans la transparence de façon à partager la connaissance avec des lecteurs qui sont aujourd'hui dans 190 pays du monde. On a fait pour la première fois, au bout de 18 ans, un joli flyer que vous avez, je n'en dirai pas plus. J'explique maintenant pourquoi, alors qu'on est une revue en ligne et que, dans un sens, la logique voudrait qu'on fonctionne d'abord pour notre boutique, qui n'en est pas une par ailleurs, pourquoi est-ce que nous organisons un événement au bénéfice de la revue Politique étrangère? Parce que nous avons fait l'exercice précédemment au bénéfice d'autres revues. Notre logique est la suivante: si on veut que le débat géopolitique et stratégique soit de bon niveau, il faut qu'il y ait des revues, y compris des revues, ouvrez les guillemets, concurrentes, qui existent et qui trouvent des lecteurs. Sinon, il n'y aura plus de revues, plus de chercheurs, plus de débats, et ça sera le café du commerce. Donc le sens de notre démarche, c'est celui-ci, tenir, autant que faire se peut vers le haut, le débat public sur les questions de politique étrangère. Voici 2 ans, nous avons organisé une conférence autour de l'excellente revue Questions internationales à la documentation française. Voici 1 an, nous avons organisé une conférence autour de Moyen-Orient, publiée par Arion. Aujourd'hui, c'est autour de politique étrangère, publiée par l'IFRI, que nous organisons cet événement. Voilà le sens. Ces revues ont besoin de vous, ont besoin de lecteurs, ont besoin d'abonnements. Sinon, ne venons pas pleurer dans quelques années si le débat public est tiré vers le bas. Vous avez le sens des responsabilités, nous aussi. Là-dessus, je cède la parole à M. Marc Ecker et à tous les orateurs, et je glisse en dehors du champ. Merci beaucoup de vos 2 introductions et merci plus généralement à l'association des étudiants et alumni du master / magistère, puisque j'ai appris qu'il y avait une différence entre les deux, Relations internationales et Action à l'étranger de Paris 1. Merci aussi au DiploWeb de cette initiative et merci à vous tous d'être venus nombreux, d'avoir rempli cet amphithéâtre. La démarche qui vient d'être présentée par Pierre Verbies, j'y souscris évidemment totalement. Je vais vous présenter la revue Politique étrangère en un mot, mais de façon générale, il est vrai que les revues ont besoin non seulement de lecteurs, mais surtout d'abonnés. Les lecteurs, on en a même de plus en plus grâce au numérique. Les archives de politique étrangère sont en ligne depuis 1936 sur Percé et sur Cairn, et c'est gratuit de 1936 à 2015. Évidemment, là-dessus, on a des centaines de milliers de lecteurs, mais ça ne rapporte rien. Et c'est vrai qu'une revue a besoin d'abonnés, a besoin de finances pour pouvoir
continuer à vivre. Donc que ce soit Politique étrangère ou d'autres revues, je vous incite effectivement à ce geste non seulement citoyen, mais également qui devrait être d'intérêt intellectuel pour vous tous, et donc continuer à acheter des revues en librairie. Les libraires aussi ont besoin de soutien, et si possible, abonnez-vous. En un mot, si toutefois vous voulez lire de la production, pour le coup, qui est accessible gratuitement et facilement, je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook, sur Twitter. Donc sur Facebook, on a le compte de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Il n'y a pas de compte spécifique pour politique étrangère. En revanche, sur Twitter, il y a non seulement le compte IFRI_, mais aussi un compte Pol_étrangère, où vous pourrez vraiment avoir des nouvelles régulières de cette revue, dont maintenant je présente très brièvement le concept. C'est une revue de relations internationales généraliste qui existe depuis donc, 1936, qui a précédé l'IFRI, ayant été créé en 1979. C'est une revue trimestrielle qui à chaque fois est tournée autour d'un grand dossier. Donc la revue ressemble à ça, la couleur change chaque année, donc elle changera bientôt pour 2019. Et en plus de ce dossier, il y a une rubrique contre-champ, qui est une rubrique qui oppose deux points de vue, avec des articles un peu plus courts, un peu plus nerveux, et qui n'ont pas nécessairement l'appareil critique et méthodologique des autres articles de la revue. Et puis on a toute une série d'articles en libre propos ou en repère qui donnent des éléments sur l'actualité, qui ne sont pas nécessairement structurés autour d'une thématique globale. Et par ailleurs, il y a une rubrique qui intéresse beaucoup les étudiants en général, c'est la rubrique lecture. Donc dans chaque numéro, nous faisons la recension d'une trentaine d'ouvrages importants parus en relations internationales au cours des mois précédents. Ce sont généralement des ouvrages en français, mais aussi en anglais et parfois dans d'autres langues. Sur ce, je vais brièvement présenter le concept de ce soir autour de cette thématique « L'État est-il has-been » qui a été proposé par les co-organisateurs de cette soirée. Généralement, on essaye d'organiser des présentations de la revue à la sortie de chaque numéro autour de la thématique du numéro. Par exemple, notre prochain numéro portera sur le Brexit. Le dernier numéro, c'était sur les sorties de guerre. Le numéro d'avant sur la cybersécurité. Et le numéro encore avant était effectivement sur la question de l'État. Mais pour cet événement, on a décidé de faire un peu différemment et d'avoir une thématique transversale, cette thématique de l'État. Sachant qu'autour de la table, il y a 3 personnes qui ont écrit très directement sur la question de l'État pour ce qui est de Frédéric Ramel, mais de manière un peu plus parallèle pour les 2 autres intervenants. François Gaulme ayant écrit sur les questions africaines et de conflits en Afrique. Donc là, on comprend immédiatement que la thématique de l'État fragile ou de l'État failli est centrale, même s'il a abordé la question par le biais des conflits qui se poursuivent. Et donc, dans ce dossier sortie de guerre, le point, c'était de montrer que dans certaines zones, on a du mal à sortir des guerres. Et Julien, lui, a travaillé sur les questions cyber. C'est notre spécialiste cyber défense, cybersécurité à l'IFRI, avec un article sur la géopolitique de la cyberconflictualité. Et là, ce qu'on voit, c'est évidemment des stratégies de montée en puissance dans le monde cyber de certains États, mais en parallèle, des acteurs non étatiques qui bénéficient aussi beaucoup de ce nouveau champ de conflictualité. Donc, je vais leur laisser la parole successivement, en commençant par l'auteur qui a travaillé directement sur cette notion d'État d'un point de vue théorique. Moi, pour la petite histoire, j'ai fait mes études ici, j'ai fait le DEA de relations internationales et une thèse à Paris 1, mais dans le département de sciences politiques. Et déjà, à l'époque, on parlait de fin de l'État, on parlait de retournement du monde. Mais en fait, en lisant les travaux de Frédéric Ramel, je me suis rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de nouveaux développements théoriques sur ces questions. Et donc, c'est à mon avis très important d'avoir cette update, si je puis me permettre cet anglicisme, sur la question de l'État dans les relations internationales. Puis ensuite, on passera sur des questions peut-être plus pratiques, avec d'abord la problématique de l'État fragile en Afrique, et puis ensuite la question du cyber. Frédéric Ramel donc, est directeur du département de sciences politiques à Sciences Po. François Gaulme a longtemps enseigné à Saint-Cyr-Coët-Quidan sur les questions africaines. Il a été également à l'Agence française de développement, au ministère des Affaires étrangères, et il est maintenant chercheur associé à l'IFRI. Et Julien, lui, est un pur produit de l'IFRI. Il y est depuis une dizaine d'années maintenant.
et il travaille à la fois sur les questions donc cyber, mais aussi sur les questions russes. Voilà, j'ai été trop long et je laisse la parole donc à Frédéric Ramel pour une quinzaine de minutes. Merci beaucoup Marc, merci à l'équipe des étudiants du magistère, merci à l'équipe de DiplôWeb et de Pierre-Louise d'organiser cette conférence qui porte sur une question assez simple. En effet, l'État est-il has-been? Cette question, et je prends la perche que vient de me tendre Marc, cette question n'est pas forcément nouvelle dans les débats théoriques en relations internationales. Je dirais que c'est peut-être la troisième grande séquence de controverses autour de cette question de l'État est-il has-been? La première séquence, elle apparaît au début des années 70. Les États-Unis sont englués dans la guerre du Vietnam. C'est le début de la crise énergétique. C'est le début d'enjeux qui commencent à pointer le bout de leur nez, c'est-à-dire les questions environnementales, la conférence de Stockholm de 1972. Et on voit poindre de nouvelles théories qui sont qualifiées à l'époque d'interdépendance complexe. Les pionniers de ces théories, je pense en particulier à Keohane et le fameux Joe Nye, veulent révolutionner l'étude des relations internationales, une révolution copernicienne, c'est le terme qui est employé. Changeons complètement de paradigme, et en changeant le paradigme, il y a l'idée que les États ne sont plus les acteurs clés, ils ne monopolisent plus la scène diplomatique et stratégique. Et derrière ce premier débat controversé, il y a aussi l'idée que l'espace international n'est pas seulement travaillé par la question de la guerre et de la paix. La question de sécurité, les questions de sécurité, les high politics, ne deviennent plus hiérarchiquement premières. D'autres enjeux, commerce, économie, finance, environnement, culture, deviennent des enjeux de même intensité que les questions de sécurité. Le deuxième grand moment, c'est la sortie de la bipolarité. Tout le début des années 90, on assiste à un débat qui oppose les théoriciens qui, de nature transnationaliste, insistent sur le fait que l'État n'est plus à nouveau l'alpha et l'oméga dans l'espace international, c'est la thèse du retournement du monde que vous venez d'évoquer, et qui remet en question l'idée que la souveraineté même est un principe structurant dans l'espace international. On parle alors de post-souveraineté. On parle alors d'État-région, bien montrer que l'État souverain, fondé sur l'ancrage national, n'est plus forcément l'espace pertinent de l'action politique. Donc l'État défini de manière restrictive comme un acteur qui agit au nom de l'intérêt d'une population qui vit sur un territoire donné, n'est plus considéré comme un acteur le plus pertinent. Deuxième séquence. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième séquence. Cette troisième séquence a une autre saveur. C'est, si vous voulez, le moment de la revanche. On parle de revanche des États, on parle de retour des États. Il me semble que cette troisième séquence, cette troisième controverse, elle s'alimente à trois phénomènes. Un phénomène stratégique, un phénomène économique, un phénomène morphologique. Le phénomène stratégique, c'est la question de savoir si les États sont encore des gladiateurs, c'est l'expression employée par le philosophe Thomas Hobbes, qui est l'un des plus grands philosophes de l'État moderne, sont-ils encore ces États des gladiateurs efficaces? Et l'événement, c'est le 11 septembre 2001 qui va générer cette question relative à l'efficacité stratégique des États. Du point de vue économique, c'est évidemment la crise de 2008, la crise financière, qui pose alors une autre question. Les États sont-ils encore capables de réguler l'économie de casino, cette économie de casino fondée sur la spéculation, générée par l'évolution du capitalisme? Et donc là, c'est un autre aspect de l'État qui est questionné, la fonction économique, la fonction de stabilisation économique et la fonction de régulation économique qui est interrogée. Le troisième phénomène, d'ordre morphologique, est là beaucoup plus récent. Je dirais qu'il y a deux événements récents qui
l'ont généré, c'est d'une part le Brexit, d'autre part l'élection de Donald Trump. Il y a aujourd'hui des désirs d'État. Donc la forme même, c'est pour ça que je parle de phénomène morphologique, la forme même d'État est considérée comme protectrice, elle fait sens, et il y a une demande des désirs d'État de la part des populations. Donc l'objectif de ma très courte présentation est de reprendre ces 3 points et d'essayer de vous proposer une lecture par rapport à ces 3 questions. Ma lecture va être la suivante. Je considère que dans cette controverse autour de l'État est-il has-been, il y a la théorie décliniste, en considérant oui, l'État est totalement has-been, et il y a la théorie de la revanche ou du retour qui considère que l'État est un invariant, il n'a jamais changé, il agit de la même façon depuis sa naissance, disons au moment de la Renaissance, dans la modernité européenne, jusqu'à aujourd'hui. Il repose sur les mêmes ressources et les mêmes répertoires d'action. Je considère qu'il y a une 3e voie derrière cette thèse décliniste ou cette thèse de la revanche, ou de l'invariant si vous préférez, c'est la thèse du changement et de la transformation. Donc les États n'ont pas disparu, par contre ce qui a disparu, c'est leur manière de se conduire et de pratiquer leur politique étrangère et de faire leur diplomatie. Donc je vais reprendre très rapidement ces 3 points. Sur le plan stratégique, en partant du 11 septembre. Le 11 septembre 2001 est intéressant du point de vue de la thèse de la fin de l'État. Elle ne porte pas seulement en amont sur la vulnérabilité de la superpuissance américaine, qui pour la première fois a été touchée sur son propre sol, ce qui renvoie du coup à une fragilité, une faiblesse, une vulnérabilité stratégique d'un État, qui plus est le plus puissant dans l'espace international, mais il apparaît surtout en aval à travers le déclenchement de 2 guerres interétatiques, la première en Afghanistan, la seconde en Irak. Alors, ce retour de la guerre des États voile, à mon sens, 2 éléments de transformation qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est tout ce qui a trait à la désétatisation du fait guerrier. Les États ne font pas la guerre comme ils la font, comme ils l'ont fait, en particulier sous l'ère westphalienne, ou en particulier sous l'ère révolutionnaire, ou encore en particulier pendant le XXe siècle. Il y a un phénomène, par exemple, de privatisation des armées, un dispositif qui est largement lié à l'influence du New Public Management dans la façon de concevoir les politiques publiques. Et cette désétatisation, cette privatisation et le recours en particulier à des sociétés militaires privées nous dit quelque chose aussi de la transformation de l'État en matière stratégique, dans la manière de mener et d'envisager les combats. Un autre aspect aussi sur le plan stratégique qui rencontre une transformation, c'est la question de l'usage de la force militaire par les États. Cet usage de la force militaire, est-ce qu'il produit une efficacité? On peut parfois en douter. Donc oui, on pourrait dire les États font la guerre, mais est-ce que leur action produit de véritables effets? Est-ce qu'en gagnant des batailles, ils remportent des victoires politiques? On peut fortement s'interroger sur cette efficacité. Et cela fait que derrière ce retour de l'État, ou de la thèse de la revanche, ne soyons pas complètement aveuglés. Cela ne veut pas dire que dans la manière de conduire la guerre, les États produisent les effets qu'ils veulent. On le voit bien à travers toutes les difficultés qu'ont eu les États-Unis à mener ces différentes guerres du début du XXe siècle. Sur le plan économique maintenant, sur le plan économique, la crise de 2008, elle rend compte des phénomènes de déterritorialisation. C'est cette crise de 2008 qui est la crise des subprimes, à laquelle va se greffer une autre crise, la crise de la dette souveraine, qui est la dette en particulier des États du Nord, des États occidentaux, alors que jusqu'à présent, lorsqu'on parlait de dette souveraine, on parlait essentiellement des pays en voie de développement. Comment ont réagi les États à cette crise? Au premier chef, on peut dire que ça a contribué à des réflexes nationaux. C'est-à-dire que la réponse considérée comme la plus adaptée est une réponse des États souverains.
Et en effet, on peut repérer, constater que ce sont les États souverains qui ont renfloué les institutions bancaires, que c'est à l'échelle d'abord nationale que se sont manifestées les réponses à cette crise. Mais c'est aussi oublier que cette crise a généré des demandes, des appels à renforcer la coopération multilatérale en matière de régulation financière. Alors oui, avec des limites, oui, avec encore une portée qu'il faut nuancer, mais le fait de réactiver un truc qui avait été créé de façon très spécifique en 1997, c'est-à-dire le fameux G20, uniquement à l'échelle des ministres des Affaires économiques à l'époque pour faire face à la crise asiatique de 1997, on réactive en 2008 ce G20 et on considère que c'est le forum qui va permettre de répondre à cette question. Donc ce n'est pas l'État westphalien qui est ressuscité ici. C'est un État qui prend acte de la nécessité de coopérer avec ses semblables pour trouver une solution commune. Qui plus est, on pourrait se dire, à travers le cas de la dette grecque, que là encore, il y a des réflexes très nationalistes pour répondre aux enjeux de cette dette. Et en effet, Alexis Tsipras a été élu sur un projet, sur une plateforme électorale qui consistait à jouer cavalier seul, sortir de l'euro. Mais que fait finalement le gouvernement grec de Tsipras? En 2015, il décide de ne pas sortir de l'euro. On voit du coup les limites de cette recherche d'une réponse purement nationale à cette crise financière. Là encore, c'est à mon sens le symptôme de transformation dans la manière de mener ou de conduire une politique étrangère. Ici, ce sont, à mon sens, des réactions néo-nationalistes. Ces réactions néo-nationalistes n'ont, à mon sens, plus rien à voir avec les revendications nationalistes du XIXe siècle. Là encore, on est en présence de transformation de la manière dont les États souverains et les réflexes nationalistes ou néo-nationalistes se donnent à voir. Je m'explique. Les nationalismes se sont développés au XIXe siècle comme des instruments de libération, d'émancipation. Au XXe siècle, si je me transporte de l'Europe sur le reste du monde, là encore, les nationalismes se sont définis comme émancipateurs, comme libérateurs. De quoi? De la période coloniale. Donc ici, la création des États souverains ou la mobilisation du nationalisme s'est fait au nom d'une émancipation. Ce qui se donne à voir aujourd'hui à travers les néo-nationalismes, j'utilise ici à dessein le pluriel, parce qu'il y a des néo-nationalismes du Nord et du Sud, des Suds même plus précisément, ce n'est pas un mouvement essentiellement émancipateur ou libérateur. C'est d'abord un mouvement de réaction, une crispation. C'est la peur du déclassement qui est le moteur, qui nourrit, qui alimente ces revendications néo-nationalistes. Donc, on ne peut pas considérer que ces réflexes néo-nationalistes reliés donc au néo-souverainisme, c'est-à-dire considérer que l'État souverain est le seul acteur qui permet de gérer au mieux les enjeux mondiaux contemporains, ce n'est pas le retour au passé, c'est complètement lié à la mondialisation et c'est une crispation, je le répète, une peur du déclassement, fondée aussi parfois sur du ressentiment, qui est à l'origine de ces réflexes. En même temps, ce n'est pas forcément très nouveau, puisque je vais me permettre, si j'en ai peut-être le temps, de lire une remarque de Marcel Mauss, qui avait lui-même écrit un ouvrage sur la nation pendant l'entre-deux-guerres, qui est d'ailleurs lui-même un fervent défenseur à l'époque de la Société des Nations, et qui lui-même mentionnait que le mouvement favorable à, du coup, ce qu'il appelle lui la civilisation, peut produire des effets pervers. Nous ne savons si des réactions ne transformeront pas un certain nombre d'éléments de civilisation, on l'a vu pour la chimie et pour l'aviation, en éléments de violence nationale ou, qui pisait, d'orgueil national. Les nations se détacheront peut-être de nouveau, sans scrupule, de l'humanité qui les nourrit et qui les élève de plus en plus. Ces réflexes ou ces tendances morphologiques ont une conséquence grave, c'est-à-dire qu'elles
cherche à détisser l'ensemble des liens qui ont mis plusieurs décennies à s'établir quant au multilatéralisme. Nous vivons à l'heure actuelle une crise du multilatéralisme liée à une crise de la désintermédiation, considérant en particulier que les organisations intergouvernementales ne sont plus des espaces pertinents pour régler les problèmes contemporains. Mais cette crise du multilatéralisme est totalement liée à ces effets de la mondialisation et ces réactions qui sont d'ordre souverainiste et néo-nationaliste. À mon sens, ces mouvements ne prennent pas en considération la nécessité de négocier, la nécessité de prendre en considération l'ensemble des enjeux qui exposent l'ensemble des États souverains et qui, à mon sens, et j'en terminerai par là, font que les États souverains aujourd'hui ne sont pas en phase de résurrection sous la forme de reliques du passé, mais sont en phase de transformation. Le risque, c'est que certains titulaires du pouvoir politique succombent aux sirènes du passé pour aborder les enjeux contemporains. Et j'en finirai. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Eh bien, écoutez, je vais avoir un point de vue, tout en reprenant ce thème de l'État, avoir un point de vue assez différent, parce que je vous parlerai d'États qui sont fondamentalement faibles. Et ce sont des États correspondant à ce qu'on appelle, pour faire simple, d'un euphémisme, le monde en développement aujourd'hui, qui ne correspond pas tout à fait à ce que dans les années 50 on appelait le tiers-monde, mais qui restent, disons, les États qui n'ont pas un développement économique et social comparable à celui de l'Amérique du Nord ou de l'Europe occidentale, ou même celui qui est en train d'atteindre l'Asie, certains pays d'Asie et en premier lieu la Chine. Voilà, donc ces États, évidemment, sont concentrés en Afrique et je ne partirai pas, au fond, aujourd'hui de l'article qui a suscité ma présence ici, qui est un article sur les conflits récurrents, les conflits durables en Afrique. Je partirai plutôt d'un autre article que j'ai publié aussi dans Politique étrangère il y a quelques années, qui était un article de définition. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'État fragile, d'État failli, d'État effondré, etc. Et qui essayait de s'y retrouver dans ces différents concepts qu'on a employés depuis la dernière décennie, et même depuis les années 90, et qui ne sont pas tous de la même... Certains sont de purs concepts, d'autres sont avant tout des notions pragmatiques ou opérationnelles utilisées par des administrations nationales ou par des administrations internationales. Voilà, donc il faut partir de ça. Et il faut bien dire que c'est assez confus à première vue. On a parlé d'État fragile, donc on a parlé qui est un concept en quelque sorte consacré par ce qu'on appelle la communauté internationale, mais on a parlé aussi d'État failli, et on a même parlé, certains ont parlé par exemple d'État Potemkin, vous savez, comme les villages Potemkin que son amant faisait admirer à Catherine II dans les territoires qu'elle avait nouvellement conquis. Eh bien, donc, de quoi parle-t-on? En fait, il y a deux choses assez distinctes à mon avis. Il y a les États effondrés, les États faillis, qui sont des concepts politologues apparus dans les années 90, face à des situations comme celle de la Yougoslavie qui a éclaté, ou celle de la Somalie, qui est toujours aujourd'hui, qui n'est toujours pas réunifiée, alors qu'elle a éclaté au début des années 90. Donc les États effondrés ou les États faillis
c'était ce type d'État incapable de contrôler leur propre territoire et incapable de fournir des services publics, incapable d'avoir une réelle unité nationale et d'avoir une existence autre que finalement une représentation tout à fait formelle à l'ONU et dans des organisations internationales. Voilà. Les États fragiles, c'est un terme, à l'origine complètement administratif, qui a été employé notamment par les néoconservateurs de l'administration Bush, de Bush fils, au moment de l'intervention en Irak et après l'intervention en Afghanistan. Et ce terme a été repris par la plupart des pays qui accordent de l'aide à ce qu'on appelle justement le monde en développement. Et tout particulièrement les pays qui interviennent, qui sont intervenus en Afghanistan, en Irak et aussi en Afrique. Alors, qu'est-ce que ce terme a été défini par un certain nombre de réunions de bureaucrates internationales, de réunions internationales de bureaucrates, et je vous passe les détails, mais il y a un organisme qu'on appelle le Comité d'aide au développement de l'OCDE, qui sert de régulateur conceptuel à ce genre de notions et à l'aide au développement en général. Et l'aide au développement est devenue, depuis l'intervention en Afghanistan, plus sécuritaire. C'est très net en ce qui concerne le Sahel, par exemple, aujourd'hui, où vous avez à côté des interventions militaires internationales, en premier lieu celle de la France, vous avez une aide parallèle qui vise à créer une paix durable. Alors, donc, pour s'y retrouver dans toutes ces questions de paix durable, qui tient beaucoup à la gouvernance, pas seulement à la fourniture de services de santé ou d'éducation, mais aussi au mode de gestion des États, vous avez donc toute une réflexion sur ce qu'est l'État, ce que doit être l'État, et comment l'État peut-il devenir moins fragile. On est passé vers 2005 de la première notion de fragilité à quelques années plus tard celle de résilience. C'est-à-dire qu'on a pris le problème par l'autre bout. L'État fragile, c'est celui qui n'arrive plus à être un État digne de ce nom, c'est-à-dire qu'il ne fournit plus de services publics à sa population, qu'il n'a plus la légitimité, ce qu'en anglais on appelle la output legitimacy, la légitimité par les productions, par les services. Et puis, d'autre part, on a cherché à voir ce qui, derrière cet État défaillant également dans le sens du contrôle territorial, parce que l'État c'est un dispositif territorial, donc la multiplication des guerres civiles, des rébellions locales, notamment en Afrique, a conduit aussi à affiner cette notion d'État fragile. C'est le deuxième aspect. Le premier aspect, si vous voulez, c'est l'absence de fourniture de services publics. Le deuxième aspect, c'est le contrôle du territoire. Mais petit à petit, on s'est dit que c'était un peu schématique et surtout qu'on ne savait pas, c'était un concept qui se voulait avant tout pratique et qu'on ne trouvait pas, il ne dégageait pas de solution par lui-même, il était trop critique pour dégager de solution par lui-même, et donc on a petit à petit pris le problème par l'autre bout en parlant de la résilience des États ou des sociétés, et en essayant d'identifier les points de résilience qui permettraient justement de sortir de l'état fragile. Alors souvent on confond donc cet état fragile administratif qui sert de base à un grand nombre d'opérations d'aide au développement dans le monde avec le concept d'état failli, qui est un concept de politologue, plus ou moins contesté effectivement par d'autres politologues. Il y a un certain nombre de gens qui ont refusé toutes ces analyses en disant qu'elles étaient beaucoup trop schématiques, beaucoup trop manipulées par des administrations qui avaient de l'argent et qui poussaient certains chercheurs à faire des études pour soutenir leur point de vue d'une manière justement, qui polluait la réflexion universitaire pure. Il y a eu aussi cet aspect des choses. Donc on a cherché à
à sortir de ce problème, parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que si on essayait d'imposer des normes internationales à ce que doit être un État fournisseur de services, bien souvent, on se contentait de prendre comme modèle les États développés et de vouloir appliquer d'une manière automatique, en quelque sorte, le modèle en disant on va mettre l'argent qu'il faut, on va mettre aussi les assistants techniques qu'il faut pour faire en sorte que les États fragiles rattrapent petit à petit le niveau de gestion, de gouvernance étatique des États développés. Eux qui se posent des questions, comme on vient de le voir, sur leur être même d'État. Mais bon, et on s'est rendu compte que ça ne menait nulle part, notamment en Afghanistan, mais aussi en Afrique, où il y a une quarantaine d'États qui se trouvent avec des conflits, avec une très grande absence de gestion et de contrôle territorial, et qui sont donc des États fragiles, entre guillemets. On s'est rendu compte qu'il fallait adapter les réponses internationales face à ces crises de l'État à la situation locale, puisque le problème était bien celui-là. Si vous voulez, les normes internationales actuelles ont vraiment été définies à partir de 1945 par l'ONU. Et à l'époque de la création de l'ONU, il y avait une cinquantaine d'États dans le monde. Aujourd'hui, vous en avez près de 200. Vous en avez grosso modo 200. Reconnus par les autres États. Donc, vous voyez, il y a finalement, ce sont ces nouveaux États qui posent des problèmes considérables et c'est sur eux qu'on ne peut pas appliquer le modèle étatique international standard, le blueprint, comme on dit parfois en anglais. Et donc, on a forgé petit à petit également, à la fois dans les milieux universitaires et dans les milieux administratifs, la notion d'État hybride. Alors, cette notion d'État hybride, je terminerai par là, parce que je commence à être un peu long. Cette notion hybride a deux aspects, si vous prenez la question des États africains. Mais on pourrait aussi appliquer la chose à certains États du Sud asiatique ou des États du Pacifique. Vous avez des États qui sont hybrides au sens où la démocratisation qui a été prônée comme une valeur universelle n'est pas accomplie complètement. Ce sont des États qui sont, pour faire simple, à mi-chemin ou un mélange de dictature, entre guillemets, et de démocratie parlementaire de type occidental. Bon, ça, mais il y a une autre forme d'État hybride qui tient mieux compte de l'adéquation entre les sociétés préexistant à des États qui étaient des États fondamentalement post-coloniaux. C'est une hybridité que l'on définit par rapport aux sociétés traditionnelles, et notamment au pouvoir traditionnel, qui, dans certains cas, peuvent comprendre des États. Il y a des formations étatiques traditionnelles en Afrique, dans le Pacifique, etc., qui n'ont rien à voir avec l'État importé par la colonisation. Et puis, donc, cette hybridité entre la société traditionnelle, les sociétés traditionnelles, et puis l'État moderne, enfin le mécanisme administratif, politique de l'État moderne, tout l'appareil de l'État moderne. Et donc on cherche encore aujourd'hui à trouver une sorte d'équilibre entre ces deux pôles, le pôle traditionnel et le pôle moderne, parce que certains estiment que c'est la meilleure garantie pour ce qu'en anglais on appelle sustainable peace, une paix durable, face à ces conflits récurrents qui impliquent notamment les groupes ethniques traditionnels qui n'ont pas disparu face à l'État dans la plupart de ces pays. Voilà, je m'arrêterai là. Le fait de cette conférence se prête particulièrement bien au domaine numérique, pour des raisons évidentes. C'est vrai que ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent me fait penser à
c'est évidemment délicat de répondre de façon péremptoire à la question qui est posée, hein, l'État est-il has-been? Une solution facilitée pour moi, ce serait de vous répondre oui. Oui, l'État semble foncièrement dépassé par les grands enjeux numériques et que voilà, le temps de la loi oblige l'État à toujours courir derrière le temps de la technologie. Mais c'est évidemment beaucoup trop simple. Vous avez aussi tout un discours libertarien propre à la sphère numérique et au développement de l'Internet en Californie à la fin des 60, qui pose aussi un discours qui est largement anti-État et qui milite justement pour un dessaisissement de toute la gestion de ces problématiques aux États et une forme de co-gestion par une communauté technique citoyenne. Bref, parenthèse faite, il y a évidemment beaucoup de nuances à apporter à toutes ces considérations. Une de ces nuances étant qu'à l'heure actuelle, on voit très bien que de plus en plus de régimes autoritaires, évidemment, je pense au cas de la Chine, qui est un peu figure emblématique en la matière, ces régimes autoritaires se montrent de plus en plus habiles, entre guillemets, à s'approprier des technologies numériques et à répondre aux nombreux défis que pose celle-ci, que nos démocraties qui, semble-t-il, sont de plus en plus dépassées et sujettes à des formes de porosité face à des manipulations d'informations, cyberattaques, etc. On pourrait évidemment y revenir un petit peu plus tard dans ma présentation. Et j'aimerais commencer par un bref point sur le contexte actuel en fait, dans lequel évoluent les États, qui est à mon sens crucial de rappeler, puisqu'on fait quand même face à la révolution numérique qui présente des traits qui sont pour la plupart inédits dans l'histoire moderne, puisqu'elle touche tous les secteurs d'activité, qu'elle efface les frontières, ou du moins elle les brouille entre l'industrie et les services, qu'elle est universelle, qu'elle est en temps réel et qu'elle fait surtout de la vitesse à facteur clé. Ça, c'est un point absolument spécial à avoir à l'esprit. Et les nouvelles frontières aujourd'hui résident moins dans la technologie en tant que telle que dans l'homme, avec une série de projets évidemment tout à fait fondamentaux et aux conséquences qui sont potentiellement immenses. Alors vous avez évidemment des conséquences économiques qu'on connaît tous, avec le bouleversement des modèles de développement, des productions. Évidemment du phénomène de numérisation qui remettent en cause la prééminence des États, des conséquences sociales avec la polarisation, la rédaction du travail, des conséquences juridiques avec les questions soulevées par la propriété, la protection et les modalités d'exploitation des données personnelles, des conséquences politiques évidemment, avec l'impuissance des États à réguler et à taxer certaines plateformes numériques. Donc ça, c'est un sujet qui figure, comme vous le savez tous, à l'agenda de la Commission européenne et en particulier de la France, qui pousse pour une taxation plus forte des plateformes numériques, domaine extrêmement sensible. Des conséquences stratégiques également, puisque vous avez à l'heure actuelle une économie numérique qui est largement dominée par la Chine et les États-Unis, et tout ça étant indissociable d'une forme de perte de souveraineté des autres nations, en Europe, qui subit un petit peu un effet ciseau entre plateformes chinoises et plateformes américaines. Et enfin, les conséquences éthiques, qui sont tout aussi importantes évidemment, avec d'une part la question, encore une fois, de la protection des données personnelles, qui soulève beaucoup d'enjeux en la matière, et la multiplication des projets qui visent à terme à augmenter l'homme avec toute la question des membres connectés, etc., dont les enjeux sont évidemment très importants. Alors évidemment, et là je serai peut-être très bref sur ce point, on ne peut pas esquiver ce soir la question de l'influence inédite des grandes plateformes, des grands acteurs numériques. Je fais référence évidemment ici aux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et aux PATX chinois, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Alors pour au moins deux raisons. La première est celle de leur surface financière, de leur puissance financière. On a célébré, je crois que c'était juste avant l'été, en juin-juillet, les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière d'Amazon,
Évidemment, entre-temps, ça a changé dernièrement avec la chute des cours, mais Amazon à l'époque a rejoint Apple de façon symbolique, hein, on a dépassé cette barrière, et à elles deux, ces entreprises dépassent le PIB de la France. Et les valorisations boursières des 5 GAFAM dépassent la valeur du CAC 40. Donc c'est aussi tout à fait fondamental, et ça révèle entre eux une forme d'effacement de la puissance des mains financières régulatrices des États aujourd'hui. Et deuxième raison pour laquelle ces acteurs sont extrêmement influents, c'est leur capacité à manipuler l'information, ou du moins à biaiser l'accès à l'information. Donc là, évidemment, il y a de nombreux exemples qui mettent à l'esprit. Je fais juste référence à l'affaire Cambridge Analytica en début d'année. Cette affaire, c'était la récupération par cette société de conseils politiques, des données personnelles de presque 90 millions d'internautes américains, non pas d'internautes, mais d'utilisateurs de Facebook, sans leur consentement et leur utilisation à des fins de ciblage publicitaire, notamment au profit de la campagne de Donald Trump. Voilà. Donc, une fois ce contexte posé, qui je pense est tout à fait fondamental, je me suis intéressé en particulier dans ce dossier de politique étrangère que Marc a exposé tout à l'heure, publié l'été dernier, aux enjeux internationaux posés par la cyberconflictualité. Donc j'ai dit soigneusement le terme de cyberguerre, à bon escient, qui est à mon sens très restrictif et qui, à certains égards, est assez caricatural. Et dans la cyberconflictualité qui se dessine aujourd'hui, on retrouve le même phénomène de mise en concurrence des États et d'apparition d'autres types d'acteurs dont les logiques et les contours sont parfois difficiles à saisir, à appréhender. Et on connaît peut-être davantage aujourd'hui des noms un petit peu obscurs comme Lazarus, Brokers, APT28, APT29, que en fait les logiques, les motivations de tous ces acteurs et leur interaction avec les États. Je vais y revenir sur le donc aujourd'hui, on est rentré dans un contexte via le numérique et le cyber où la puissance s'est diffusée et où d'abord les États ont perdu le monopole. Ce qui n'est pas une dimension nouvelle évidemment, mais le numérique a accentué cette diffusion de la puissance et cette perte de monopole de l'État. Il y a d'abord l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène internationale. On pense aux groupes comme Anonymous, Wikileaks, Telecomics, donc ce sont des organisations activistes, comme on dit, et qui sont des acteurs aujourd'hui à l'impact établi, même si leurs actions respectives sont parfois très différentes, évidemment. Vous avez des actions qui restent dans le cadre de la légalité, et vous en avez d'autres, comme c'est le cas de Wikileaks en particulier, qui considèrent qu'il est nécessaire de transgresser la loi dans une finalité qui peut être politique, idéologique ou culturelle. Donc là, évidemment, Wikileaks, encore une fois, est le cas le plus emblématique en la matière. Et donc à ces acteurs s'ajoute aussi le rôle que le web social joue dans la diffusion d'informations aux conséquences qui sont potentiellement stratégiques. Vous avez des organisations non étatiques qui poursuivent leurs objectifs politiques par la violence et qui tirent parti justement de ces technologies. Là, je fais référence de façon subtile, tu remarques, Marc, à des travaux sur justement la façon dont les groupes djihadistes ont su utiliser et utilisent tous ces outils et plateformes numériques pour recruter et pour communiquer. Donc toutes ces considérations rejoignent aussi de façon directe les nombreux débats qui ont essaimé, en particulier en Occident, sur l'hypothèse d'une forme de cyberguerre. Je pense que si ces débats ils ont vraiment permis de placer toutes ces questions de cybersécurité et de la politique, l'analyse elle s'est surtout portée sur l'action des États et sur les potentialités de cyberconflits interétatiques qui vont associer plusieurs États. Et cela au détriment de l'appréhension du rôle que des hackers, en particulier en dehors du cadre étatique, jouent comme intermédiaires, comme proxies, et de la manière dont ceux-ci interagissent avec les États en leur permettant notamment de développer leur propre capacité de lutte informatique offensive, donc de piratage des hacking. Et aujourd'hui, tout à fait reconnu, tout à fait établi que les acteurs non étatiques disposent de capacités très importantes en matière
causer des dégâts tout à fait majeurs via des actes de piratage, encore une fois. Et en réalité, ce qui est là tout à fait important de souligner, c'est que vous avez des acteurs non étatiques qui n'ont que de faibles ressources et qui peuvent potentiellement causer un risque accru en comparaison d'acteurs un peu plus puissants, puisque ces acteurs non étatiques manquent souvent de compétences pour développer un code qui serait plus sophistiqué, qui permettrait ensuite de contenir les effets du hacking et des logiciels malveillants qui ont été diffusés. Là, je fais référence en particulier à l'attaque qui a été attribuée par certains pays à la Corée du Nord, l'attaque WannaCry au printemps 2017, qui est une attaque mondiale, évidemment, aux effets dévastateurs, et qui démontre, s'il est avéré que ce pays est à l'origine de ce piratage, que les conséquences de la diffusion de ce type de programme malveillant par l'acteur aux ressources plus modestes peuvent avoir de réelles conséquences au plan économique et stratégique à l'échelle internationale. Donc tous ces acteurs non étatiques, ils sont aujourd'hui de plus en plus nombreux et actifs, et ils ont tendance à reléguer les États dans une forme de constellation, je dirais, d'acteurs qui disposent aujourd'hui de capacités de cyberoffensive, c'est-à-dire qui ont les moyens de mener des actes offensifs et de pirater institutions et acteurs économiques. Le faible coût de leur mise en œuvre peut aussi inciter certains groupes, certains acteurs non étatiques à passer à l'action, comme par exemple les attaques par délit de service, qu'on appelle les DDoS en anglais. Et tout ça donne à ces acteurs les moyens de s'en prendre aux vulnérabilités étatiques ou sociétales également. Vous avez plusieurs acteurs qu'on peut ranger derrière le câble de proxy, intermédiaires. Vous avez des individus isolés, comme des activistes qui opèrent seuls, de chez eux par exemple, ou des hackers malveillants qui louent leurs services. Vous avez aussi des réseaux d'activistes qui agissent pour des motifs politiques, comme je l'ai rappelé, ou des cybercriminels qui agissent, eux, dans une pure finalité de profit, une pure commerciale. Et là, l'espace post-soviétique et la Russie en particulier disposent de nombreux réseaux cybercriminels qui justement ont une vraie compétence en matière. Et vous avez aussi des sociétés militaires ou de sécurité privée qui ont développé leur propre capacité en matière de lutte informatique offensive et qui peuvent concurrencer et mettre au défi des États en la matière. Donc ces relations entre État et proxy sont d'une très grande complexité. C'est parfois très délicat d'en saisir tous les contours et toutes les formes. Vous avez des logiques de coopération entre eux, vous avez des logiques de coordination, d'intégration et évidemment de compétition. Je vais conclure évidemment. Et sachant que c'est tellement complexe pour au moins deux raisons. La première étant que vous avez l'exploitation et la maintenance de la plupart des réseaux aujourd'hui qui dépendent du secteur privé, donc qui échappent au seul contrôle des États. Et deuxièmement, vous avez certains États qui utilisent des groupes de hackers pour entretenir un doute, pour entretenir un flou sur l'origine de l'attaque. Donc, ce qui a une tendance tout à fait notable actuellement dans tout ce jeu en matière de piratage de l'application. Alors évidemment, les États s'adaptent à la menace. Évidemment, ce serait beaucoup trop simple de postuler un retrait, un effacement total des États en matière de sécurité. Et en matière de conflictualité, les États ont progressivement élaboré des doctrines et des structures de cyberdéfense pour développer des capacités offensives, pas seulement défensives mais également offensives, au profit de leurs forces armées, mais également de structures de renseignement. Évidemment, on pense aux États-Unis qui, il y a 7 ans, je crois en 2011, se sont dotés d'une stratégie internationale pour le cyberespace. Et plus récemment, la France, elle, s'est lancée dans un vaste effort de rattrapage, à la fois en matière capacitaire et en matière financière également, pour son de sécurité, de défense et de renseignement, et l'adapter justement à tout ce contexte cyber. Et là, d'une manière générale, ce qu'on constate, c'est que les capacités numériques se militarisent de plus en plus. Là, on pense aux opérations, aux cyberopérations de la NSA américaine, du GCHQ britannique, contre les organisations djihadistes en Syrie ou en Irak, qu'on pense à l'appui qui est fourni aux hackers
justement à une militarisation accrue de toutes les capacités numériques aujourd'hui. Et ça, c'est un phénomène qui est à inclure dans une forme de fond un peu plus large, dans une forme de re-étatisation du cyberespace, avec des logiques très fortes de souverainisation et de retour à la loi. Donc les États ne sont pas pourtant absents de toutes ces logiques, évidemment, et aujourd'hui on assiste vraiment à une forme de retour de ces États. Je conclue très rapidement pour aborder le terrain diplomatique aujourd'hui, puisque la cyberdiplomatique est l'un des grands enjeux, la cyberdiplomatie est l'un des grands enjeux aujourd'hui pour M. Frédéric. Enjeu très longtemps minoré et qui aujourd'hui prend toute sa mesure avec la multiplication des défis et des menaces auxquelles on assiste dans ce domaine. Illustration très récente avec le 13e forum sur les violences Internet à Paris qui s'est tenu il y a quelques jours, avec un document, l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, qui a été signé, document non contraignant, précision qui a été signé par plusieurs dizaines d'acteurs très variés, des États, aux entreprises, aux centres de recherche, etc., qui apportent le fait d'être non contraignant, mais qui illustre le fait que les États ne sont pas les seuls à dialoguer sur tous les enjeux de cyberdiplomatie. Aujourd'hui, vous avez des grands acteurs privés, je ne citerai pas pour ne pas leur faire de publicité, mais qui proposent aujourd'hui des doctrines, des traités, des conventions pour réguler les conflits, pour aider à attribuer les cyberattaques, etc., etc. La question que j'ai envie de vous poser, c'est ce morcellement d'État et ce désir d'État, visiblement, a l'air de perdurer. On voit qu'il y a des désirs d'État en Europe avec les tentations sécessionnistes en Catalogne. On voit qu'il y a le même type de phénomène en Afrique avec le conflit qui est en train de se développer en Ambazonie, dans la partie anglophone du Cameroun, et dans sur d'autres continents également. On a les mêmes tentations qui sont à la fois des tentations de nation, des désirs de nation et des désirs d'État. Et la question que j'ai envie de vous poser dans le fond avec ce morcellement, c'est s'il s'accroît encore, est-ce que trop d'États ne peut pas tuer l'État? Dans le fond, on voit des micro-États apparaître et on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. Et à l'inverse, il y a quelques géants, avec cette fameuse bipolarisation entre la Chine et les États-Unis qui se maintiennent, et d'autres géants qui ont l'air d'émerger comme la Chine. Et donc, voilà, j'ai envie de vous poser à vous trois cette question, est-ce que trop d'États peut tuer l'État? Et dans la logique de transformation de l'État évoquée par Frédéric, dans le fond, vers quoi cette transformation peut-elle aller? Pour Julien, je dirais que la question c'est, face à ce morcellement, et donc a priori cet affaiblissement de la majeure partie des États, que vont devenir les géants du numérique? Est-ce qu'ils vont pouvoir imposer leurs lois? La question que vous posez relative à la prolifération étatique, c'est quelque chose qui là aussi avait été engagé dans les années 90. Comme on parlait non plus d'ennemis étatiques, c'est quoi l'ennemi dans un monde post-bipolaire? C'est la prolifération nucléaire ou la prolifération des armes de destruction massive, un premier processus. Et la deuxième facteur de déstabilisation, voire de conflictualité, c'est justement la prolifération étatique. Alors, est-ce qu'on a assisté à une prolifération? Je ne pense pas. La prolifération, c'est un mouvement chronique qui aboutit à une forme de... Alors, évidemment, prolifération, ça veut dire aussi un terme pathologique, donc c'est inquiétant, mais on n'a pas ce mouvement de prolifération aussi important que l'on veut bien faire entendre dans les années 90. Donc la prolifération ne s'est pas forcément réalisée, tout comme d'ailleurs la prolifération nucléaire projetée à 20 ou 30 États nucléaires ne s'est pas réalisée. On est aujourd'hui une petite dizaine, une petite poignée. Donc la prolifération étatique ne s'est pas réalisée. Maintenant, trop d'États tuent-ils les États? Tout dépend, c'est la question de la viabilité et donc du degré de vulnérabilité des petits États. Vous avez des petits États qui jouent dans la cour des grands, si vous voyez quoi je veux dire. Si je tourne le regard du côté du Golfe, ce sont des petits États qui ont des capacités stratégiques, des capacités d'influence et de diplomatie culturelle énormes. Donc un petit peut jouer dans la cour des grands de ce point de vue. Quand on parle de mouvements sécessionnistes, il y a des mouvements qui peuvent en effet peut-être être viables et aboutir à une forme d'État viable, d'autres non. Vous évoquez le
mouvement en particulier au Cameroun, je m'interroge sur la capacité à être véritablement constitutif d'une unité étatique et nationale. Sur les petits, et pour reposer ma question sur la transformation, on voit aussi des choses très intéressantes arriver. Je pense par exemple au cas de l'Estonie, qui est un État numérique d'une façon extrêmement poussée, qui mise beaucoup là-dessus. Et je pense aussi aux travaux de Diana Pinto sur Israël a déménagé, qui explique que l'État-nation est là, mais en même temps qu'une partie de l'avenir du pays se joue dans le cyber, avec toute la thématique de la Startup Nation, et une partie de l'avenir du pays se joue aussi en Asie. Elle développe beaucoup cet aspect échange, et il y a notamment un chapitre sur l'aéroport à Tel Aviv qui est assez frappant. Donc voilà, je voulais reposer du coup ma question de la transformation vers quoi, en particulier pour ces petits États. Derrière cette question de la transformation de l'État, si je reprends l'exemple que vous envisagez, une des transformations, c'est par exemple, mais là qui ne renvoie pas au petit ou au gros, c'est-à-dire la politique diasporique. Aujourd'hui, une façon de mener une politique, c'est de s'appuyer sur les diasporas, pour les stabiliser, pour au contraire avoir des leviers à l'étranger. Que ce soit la Turquie, l'Inde ou encore évidemment la Russie, c'est aussi un instrument de transformation dans la manière de mener une politique. On utilise ces diasporas comme une ressource. Je dirais que oui, ce tour d'État, il va y avoir à nouveau je suis persuadé d'apparition de nouveaux États en Afrique ou dans le Pacifique ou en Asie du Sud, c'est tout à fait possible. Ça sera des micro-États, mais pourquoi? Parce qu'il y a une attirance pour l'État, pour certains mouvements armés ont une attirance pour l'État parce qu'ils voient bien que l'État c'est un statut international, hein, c'est être représenté à l'ONU. Voilà, et ils tiennent absolument à ça, comme le roi des Francs Clovis tenait absolument à être patrice romain. Hein, voilà, c'est un statut international prestigieux et certains croient avoir de bonnes raisons pour se séparer. Alors, en ce qui concerne les populations également, pas au niveau de mouvements rebelles, de mouvements sécessionnistes, mais au niveau des populations, il y a un désir d'État dans ces pays en développement auxquels je fais allusion, en Asie, dans le Pacifique, en Afrique, parce qu'il y a une absence de services publics et que les gens sont persuadés, tort ou à raison, que ça n'est pas simplement le secteur privé qui pourra répondre à leurs besoins. Hein, on est très surpris de voir dans des États qui sont qualifiés de fragiles par la communauté internationale qu'il y a une demande d'État réelle sur le modèle classique à l'intérieur et de la part de la population, hein, pas de chefs rebelles. Que vont devenir les gens numériques? Les gens numériques, vaste question, c'est un vaste de conférence. Moi, je voudrais peut-être en deux temps. Le premier temps, ce serait de dire qu'effectivement, ces géants numériques ont de plus en plus tendance à remplacer les États, et sans même parler de leur activité. Pour chacun aujourd'hui des leaders de ces plateformes, comme Mark Zuckerberg de Facebook, qui se positionnent aujourd'hui de plus en plus sur des sujets traditionnellement réganiens, la santé, l'éducation. Et quand vous consultez les sondages aujourd'hui qui sont faits de part et d'autre de l'Atlantique, vous avez comme des réponses qui laissent entendre qu'aujourd'hui les populations accorderaient davantage leur confiance à Google et consorts pour leur propre avenir en matière de santé ou d'éducation ou que sais-je. Donc c'est tout à fait significatif aussi de l'évolution en cours. Après, je nuance ma réponse en disant que ça dépend de l'avancée. En Chine, il n'y a pas vraiment de problème, c'est-à-dire que vous avez une collaboration très étroite entre l'État, le parti et ses grands acteurs chinois numériques. En Russie, il y a une tendance en cours qui prend la voie chinoise. En Europe, vous avez des États qui sont relativement morcelés, très fragmentés vis-à-vis de ces grandes plateformes, malgré des débats de plus en plus affirmés au sein de la Commission européenne pour réguler ces grandes plateformes. Et aux États-Unis, donc perso de ces grands acteurs, c'est extrêmement intéressant ce qui se passe actuellement avec, depuis, notamment en particulier depuis la séquence électorale en 2016, de plus en plus de débats publics et au sein
Donc ça, tout ça rappelle aussi ce qui s'est passé dans les décennies précédentes, dans le secteur pétrolier, avec les Seven Sisters, Standard Oil, etc., qui ont subi le courroux de la puissance de l'État et ont été démantelés. Et pour remonter un peu plus loin dans l'histoire, au XVIIe, XVIIIe siècle, aux compagnies des Indes orientales, notamment la britannique, la plus puissante, qui, après avoir coopéré, après avoir été très indépendante vis-à-vis de la couronne, s'est fait rattraper par justement la puissance du royaume et a été totalement démantelée. Donc il y a à la fois une puissance inédite aujourd'hui de ces acteurs qui fait que on voit mal comment ils pourraient disparaître, ou du moins être régulés de façon très forte, et d'un autre côté, on est dans un contexte où, avec l'affaiblissement du multilatéralisme, avec le retour aussi des États et des positions très fortes, il est tout à fait envisageable que dans les années qui viennent, ces acteurs